Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans les derniers trimestres qui avaient fait des plans de match avec des entreprises qui, moi, j'appelle l'ancienne méthode de faire de l'intelligence artificielle, qui était d'entraîner un cerveau numérique. Ça coûtait 500 000, 1 million, 2 millions de dollars. Puis très rarement, ça tombait dans les mains des vrais usagers dans l'organisation, dans ce qu'on appelle en production. Tu as deux réalités en ce moment si tu as bâti un logiciel juste avant la vague IA. La première réalité, c'est que si tu n'intègres pas l'IA, tu vas mourir dans à peu près 6 semaines. Et si tu intègres l'IA à ton logiciel, tu peux changer ton entreprise à tout jamais. Donc, on est de retour sur le podcast Hyper Croissance en mode de discussion d'affaires. Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas sorti de podcast, mais on est de retour aujourd'hui pour vous parler un peu d'intelligence artificielle. Vous m'excuserez, je suis en plein déménagement. Je n'ai pas mon meilleur micro, je n'ai pas mon meilleur décor. Si vous écoutez le tout au format vidéo, si vous voyez que la qualité de l'audio est un peu différente, mais on va revenir à une structure traditionnelle très, très bientôt. Mais de l'autre côté, j'ai Jonathan qui est prêt, qui a son micro à la main, qui a ses idées en tête. Un Jonathan qui a rencontré beaucoup de propriétaires d'entreprises, je pense, récemment pour expliquer via des tables rondes de l'utilisation de Cloud Cowork et d'autres outils d'intelligence artificielle. Je crois que ça peut être intéressant, peut-être, Joe, qu'on discute des différentes tables rondes que tu as pu voir, de comment l'IA s'intègre à travers les différentes entreprises. Également, de mon côté, par la suite, je te parlerai de certains cas pratiques qui ont été mis en place dans notre entreprise, également sur notre logiciel Data Blaster. Qu'en dis-tu? Est-ce que c'est un bon agenda pour toi? C'est un excellent agenda, Antoine, et merci de ne pas être parfait aujourd'hui parce que ceux qui connaissent Antoine est un performant à chaque minute. Il veut toujours atteindre l'excellence et il met toujours une petite anxiété de performance quand j'ai toujours une petite anxiété de performance quand Antoine est autour de moi. Il est toujours bien habillé, le bon micro, les bonnes paroles. Mais merci, Antoine, de voir aujourd'hui que t'es pas un robot, tu es un humain et qu'une fois parmi 3 ans, tu n'es pas parfait. On n'est pas encore des IA. On n'est pas encore des IA, Joe. Non, exactement. Mais oui, Antoine, je pense que ça pourrait être intéressant de partager un peu ce que j'entends, ce que je vois dans les dernières semaines. J'ai eu la chance d'être invité dans plusieurs groupements d'affaires, les entre-chefs de ce monde, par exemple. Et j'aimerais peut-être vous donner une vue de ce qu'on voit, ce qu'on entend à l'heure actuelle dans la compréhension de c'est quoi de l'intelligence artificielle, mais surtout comment on l'apporte après ça dans son organisation. Et d'ailleurs, si vous êtes dans des groupements d'affaires et vous voulez avoir une petite table ronde, n'hésitez pas à me faire signe par LinkedIn. Ça nous fait plaisir là, de parler d'IA. Comme vous avez vu, je suis quelqu'un de passionné de ça et j'aime discuter de ça avec d'autres entrepreneurs. Donc, dans les dernières semaines, on a un contenu qu'on a amélioré à travers le temps. Et il y a un graphique, entre autres, qu'on montre dans les dernières tables rondes qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup aux gens. Et pour ceux qui nous suivent sur la vidéo, je vais vous l'envoyer à l'écran. Et si Antoine, tu peux peut-être juste ouvrir le partage d'écran. Absolument. On fait ça sur une autre plateforme aujourd'hui. Et pendant que tu me donnes la possibilité, j'explique un peu d'où provient ce graphique-là, qui est quand même assez impactant. Et quand je le montre aux entrepreneurs, les gens font mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi on n'adopte pas plus l'IA que ça dans nos organisations. C'est Anthropic, et je vous envoie ça dans un petit instant. On est rempli de surprises aujourd'hui. Moi, j'ai mon système qui va me demander une autorisation de sécurité. C'est excellent. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on limite les chances de se faire pirater. Parce que c'est arrivé, hein, beaucoup de gens avec l'IA récemment. Je ne sais pas si vous avez vu également les nouvelles, peut-être même qu'on en parlera plus tard, mais de plus en plus, les failles de cybersécurité s'intègrent dans les différents systèmes, donc les doubles authentifiants, les vérifications via des logiciels comme les Dashlane de ce monde pour s'assurer que vous êtes capable de sécuriser vos mots de passe. Faites-le encore plus que jamais, c'est important maintenant. Aujourd'hui, on n'est pas parfait, mais je vous explique le graphique dans le fond. C'est la compagnie Anthropic qui a poussé une étude un petit peu plus loin pour montrer les différentes catégories de champs d'activité entre où l'IA théoriquement est capable de couvrir des automatisations, puis où est-ce que c'est observé présentement dans les organisations. Donc, je vous donne des exemples, là. Ça peut être dans le côté business and finance, le niveau computer and math, l'architecture, l'ingénierie, la vie et les sciences sociales, le côté légal, le côté éducation, le côté art et médias, le côté healthcare and practitioner. Il y a à peu près, je vous dirais, là, une quinzaine environ d'endroits, mais exemple, office et administration, donc le bureau et l'administration, c'est un domaine qu'on se relie toutes dans nos organisations. Tapez Anthropic, vous allez tomber sur ce graphique-là et c'est assez impressionnant de voir la différence entre vraiment où l'IA peut être appliquée de manière théorique et la réalité où ce que les gens l'utilisent. On voit, là, c'est à peu près 5-10% pour chacun de ces champs d'activité-là. Et c'est là que ça coince. C'est du côté, généralement, de l'humain, de la gestion du changement.
Et ce que j'observe présentement au Québec, c'est que tous les entrepreneurs, on a une pression d'amener de l'IA dans nos organisations. Souvent, on ne comprend pas c'est quoi et on n'a pas de plan de match. La majorité des gens que je rencontre présentement, les entrepreneurs, veulent tous intégrer de l'IA, mais n'ont pas de plan de match, n'ont pas de roadmap clair. Ils n'ont pas été accompagnés par des bons experts pour leur expliquer de manière simplifiée c'est quoi de l'IA, leur montrer également qu'est-ce qui est possible aujourd'hui avec l'IA puis qu'est-ce qui n'est pas possible. Et après ça, de réussir à sortir un beau roadmap, mais surtout de le calculer. Est-ce qu'il y a du retour sur investissement ou pas à travers tout ça? C'est l'état de la situation que je vois présentement. Il y a beaucoup de capacités qu'on peut apporter en entreprise. Les gens en veulent, mais ne sont pas nécessairement bien accompagnés ou du moins n'ont pas fait un premier plan de match. Et j'en vois beaucoup présentement qui avancent, qui essaient des choses et je trouve ça bien. Il faut essayer des choses, mais sans plan structuré. Et là, ça crée des petites bulles dans l'organisation d'anxiété, des petites bulles de chaos de gestion du changement à ce moment-là, qui est correct parce qu'on veut avancer, on veut bouger. Mais il y a des bulles aussi qui éclatent par rapport à l'aspect sécurité, à l'aspect de maintenabilité. Puis après ça, comment qu'on déploie ça pour l'ensemble de l'organisation si on a un succès avec quelque chose. Donc, les gens sont beaucoup en mode, on essaie un petit peu des tests à gauche, à droite, on a identifié peut-être des champions à l'intérieur, mais je vois peu de gens présentement qui ont un beau plan de match, qui ont un beau roadmap qui a été bien réfléchi et surtout un plan de match qui a été fait par des gens qui vont se commettre à l'exécuter par après. Parce qu'on voit, il y a des gens, des consultants qui arrivent, qui font un plan de match, puis après ça, ils disent, bon, ben voilà le plan de match, moi, je m'en vais faire autre chose ailleurs. Et tout le monde se ramasse avec la patate chaude de promesses qui a été mise dans ce plan de match-là. Donc, c'est un peu ma lecture de la situation à l'heure présente. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans les derniers trimestres qui avaient fait des plans de match avec des entreprises qui, moi, j'appelle l'ancienne méthode de faire de l'intelligence artificielle, qui était d'entraîner un cerveau numérique. Ça coûtait 500 000, 1 million, 2 millions de dollars. Puis très rarement, ça tombait dans les mains des vrais usagers dans l'organisation, dans ce qu'on appelle en production. Là, donc d'être vraiment utilisé. Et ça, c'est l'ancienne méthode de faire l'IA. Avec l'IA générative aujourd'hui, que le Gen AI, on est capable, avec à beaucoup plus faible coût, d'arriver à quelque chose qui fonctionne dans les mains de nos employés, de notre gang, dans nos organisations. Et fait que c'est vraiment les deux choses que je vois. Soit que les gens n'ont pas de plan de match, ou soit ils en ont un, mais ça date de l'ancienne manière de faire l'intelligence artificielle. Et là, il faudrait remettre ça à jour à ce moment-là pour mettre ça très simplifié et d'amener ça dans la dans la nouvelle méthode d'évaluer à ce moment-là cet aspect-là. L'autre chose que je vois se dessiner aussi en cours de route présentement, c'est qu'avant, on pouvait faire des choses dans un chat, on pouvait faire des choses en dehors d'un chat avec l'intelligence artificielle. Il y a une nouvelle catégorie qui est en train de se créer entre le chat et les lignes de code qui sont à l'opposé, qui est les agents de productivité. Donc, c'est ce qu'on se fait promettre par des grands de ce monde comme Microsoft depuis plusieurs trimestres, qu'on va être capable en tant qu'usager non technique de demander à l'intelligence artificielle de nous programmer un petit workflow puis d'automatiser certaines portions de nos tâches. Ça ne remplissait pas les promesses au final quand on essayait de les utiliser, autant Microsoft, Google, OpenAI et compagnie. Là, on voit qu'il commence à avoir une certaine traction avec plusieurs outils qui commencent à prendre la maturité. Là, je parle pour qu'est-ce que nous, on fait chez OpenMind avec Cowork. On le voit là, pour les usagers non techniques. Ils commencent à avoir une possibilité de ne pas être dans le chat, ne pas être dans des lignes de code, mais être un petit peu dans un hybride entre les deux. Et ça commence à donner du résultat quand même assez intéressant. Par contre, je vous donne mon humble avis depuis, ça fait 6 semaines qu'on déploie Cowork chez OpenMind et à l'extérieur, j'en parle beaucoup avec beaucoup de monde. Je vois vraiment une fatigue au niveau des gens sur « Ah non, pas encore un autre outil à essayer » ou « Ah non, pas encore un autre outil à passer du temps, à essayer de comprendre comment ça fonctionne » ou « Pas encore un autre outil que je vais falloir que je transfère mes données ». Et là, j'ai des gens extrêmement curieux dans mon entourage, très axés IA, que ça fait des semaines que je leur dis « Écoute, il faut que tu essaies Cowork ». Et je vois vraiment qu'il y a de la friction présentement à réessayer un nouvel outil parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, je pense, dans le passé. Et là, je pense que ça va freiner la rapidité d'adoption de cette nouvelle catégorie-là du milieu qui est les agents de productivité IA à ce moment-là. Oui, peut-être un point à mentionner là-dessus, Jonathan, ici, qui mérite d'être mentionné ou qui, selon moi, est important aussi d'expliquer à l'audience. Je crois qu'au départ, on était toujours excité par le dernier modèle. Oui. Et force est d'admettre que c'était excitant. C'était la première fois qu'on voyait des choses comme ça. Et il y a eu des lancements qui ont été exceptionnels. Il y a d'autres lancements qui ont été des déceptions. On peut se rappeler de ChatGPT 5 qui, selon moi, aurait dû être un équivalent un petit peu de ce que
Claude Cowork est aujourd'hui. Donc, ce fameux lancement aurait dû avoir un changement exceptionnel dans son utilisation et pas simplement une amélioration de la rapidité ou une amélioration de comment que le chat te parle. Et je pense que Claude, avec son Cowork, est venu intégrer ce niveau qui manquait à toutes ces interfaces de chat. Tranquillement, OpenAI est revenu dans la partie. Ils ont lancé le 5.5, ils ont lancé Codex, qui, selon toute vraisemblance, est quasiment autant performant que Claude Code. Pas facile de le dire en français. Bref, quel point je veux dire ici? Moi, j'ai pris la décision et je pense que je l'avais dit sur le podcast il y a quelques semaines de cela maintenant, de ne pas aller sur Claude. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'ai pris un pari avec mes équipes. Je ne me rappelle pas exactement combien d'argent j'ai parié là-dessus, mais j'ai pris un pari avec mes équipes que le Claude Cowork va être sur le Google Cloud d'ici quelques semaines avec un nom différent. Et comme de fait, je voyais hier, Gemini a littéralement annoncé qu'il va y avoir un genre de Open Cloud Claude Cowork qui va être intégré dans Gemini d'ici quelques semaines. Je pense que les organisations de plus en plus ne doivent pas faire des gros changements dans leur entreprise au niveau des modèles, mais ils doivent penser architecture et infrastructure avant toute chose. Il n'y a rien de plus dangereux, selon moi, que de prendre tout son data et de le bouger d'une plateforme à l'autre. Et très souvent, quand tu as une organisation de peut-être une ou deux personnes, c'est facile de faire ces changements-là, c'est facile de faire ces mouvements-là. Mais quand tu as une organisation d'une quarantaine, d'une cinquantaine, d'une soixantaine de personnes, tu ne peux pas t'attendre au jour au lendemain de te dire « Ah, le nouveau modèle sur Claude est meilleur, je vais aller l'utiliser, je vais tout bouger là-dessus. Oh, le nouveau modèle sur ChatGPT est meilleur. » Bon, à un certain point, tous les modèles vont atteindre un niveau très, très similaire en termes de performance. Bien entendu, il va y avoir des gaps. Des fois, quelqu'un va être 3 mois, 4 mois, peut-être même 5 mois avant un autre modèle. Mais ultimement, on va être capable, je crois, d'avoir tous ces modèles au même endroit. Et moi, ça a vraiment été une réflexion que je me suis fait parce que tu ne peux pas être aveuglé par la nouveauté de on change tout d'un modèle à l'autre à tous les 3 mois. C'est impossible dans une entreprise de faire le tout. Je pense qu'à un certain point, tu dois te commettre à quelque chose et travailler avec ce modèle-là et espérer que le modèle va évoluer à la vitesse que l'industrie va évoluer. Et vous savez quoi? L'industrie, dans tous les modèles qui sont sur le marché en ce moment, on pourrait appeler les 3-4 gros modèles, évolue sensiblement à la même vitesse. Il y en a qui sont un petit peu moins intéressants que d'autres. Il y en a qui font un avancement assez exceptionnel comme Anthropic le fait récemment, mais globalement, ça se ressemble. Et ça, je pense que c'est une vraie réflexion à avoir en tant qu'entrepreneur. On doit arrêter de courir après, comment on appelle ça en anglais, le shiny object. Le tester, bien sûr, mais ultimement, se poser des questions davantage sur une infrastructure qu'un modèle. Et moi, c'est là que je me suis vraiment arrêté récemment. Je me suis dit, non, c'est pas vrai que je vais prendre toutes mes données de Google Cloud et les bouger vers un nouvel environnement. Je vais juste attendre un petit peu que la vague passe, que tout s'intègre sur Gemini et je vais intégrer le tout à partir de là. Parce que sinon, ça devient trop complexe et c'est trop dangereux au niveau de la cybersécurité, comme tu le sais aussi bien. On fait une pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Présentement, vous faites face peut-être avec votre organisation à des défis, vous voulez plus de croissance, vous avez besoin de liquidité. Eh bien, plus souvent qu'autrement, on ne le sait pas, mais la liquidité fait partie de ce que le gouvernement peut nous offrir via des subventions. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que dirigeants d'entreprise, on n'a pas le temps de regarder ça. On ne sait pas exactement où donner de la tête et on n'a pas envie de remplir des documents qui sont tellement long. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire son travail. Si vous travaillez avec les experts de Hello Darwin, ils vont faire tout le travail pour vous. Ils vont remplir les formulaires, remplir les différents documents et aller les chercher, les subventions dont vous avez droit. Et ces subventions, par la suite, vous allez pouvoir les utiliser par la suite les liquidités et réinvestir dans votre croissance, dans la croissance de votre organisation. Si vous aimeriez en savoir un petit peu plus sur leur service, vous avez simplement à aller au go.hellodarwin.com/hypercroissance. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Remplissez un formulaire, dites-leur que vous venez du podcast et vous allez obtenir un rabais en travaillant avec eux. Et par la suite, je vous le dis, vous allez être capable d'utiliser ces liquidités et réinvestir dans votre croissance d'entreprise. De retour à l'épisode en cours. Ben, je vais rebondir là-dessus, Antoine, parce que je pense qu'il y a un concept peut-être intéressant à démocratiser ici, c'est pour aller chercher la pleine utilisation de l'intelligence artificielle, il faut 3 choses. Le cerveau numérique qui est appelé modèle. Un modèle, c'est un gros mot fancy pour dire que c'est un cerveau numérique. Il faut un harnais, dans le fond, un harness qui est pour vraiment venir contrôler. C'est ce qui va enrober ce cerveau numérique-là pour qu'il puisse bien se comporter.
Puis il va y avoir les connecteurs. Donc, à quoi qu'on peut le connecter au bout de la ligne. Donc, le cerveau numérique, comment qu'on vient enrober ce cerveau numérique-là pour des comportements, puis comment qu'on peut le connecter à l'extérieur. Si on regarde pourquoi Entropic est si fort dans les dernières semaines, derniers trimestres, c'est parce qu'ils ont un des meilleurs cerveaux numériques au marché. Les autres sont en train de rattraper autour, ou du moins pour certaines tâches, les autres peuvent être plus forts. Mais c'est vraiment le harnais autour qui fait la différence. C'est comment ils l'enrobent. Donc, Cowork en tant que tel, c'est un harnais qu'ils mettent autour du cerveau numérique pour venir créer certains comportements, empêcher certains comportements ou venir faciliter la répétition de certains comportements à ce moment-là. Puis après ça, il y a les connecteurs qui permettent d'aller se connecter à nos systèmes, à nos données, puis à tout le reste. Sur l'aspect connecteur, pas mal tous les écosystèmes à l'heure actuelle, on est capable de se connecter ailleurs. Fait que si par exemple vous êtes sur Google, vous êtes sur Microsoft, même si on utilise Cowork comme harnais de Entropic, on est capable de se connecter après ça aux autres systèmes de l'extérieur. L'enjeu que moi je vois présentement avec les grands de ce monde qui sont là depuis longtemps, Google et Microsoft, entre autres, qui détiennent pas mal toutes nos données, ils ont tellement de réglementations à suivre, tellement de politiques internes, tellement de conformités à faire, qu'ils ont de la difficulté à avoir des bons harnais pour être capables de se promener correctement dans nos écosystèmes parce qu'il y a trop de dangers. Il y a trop de dangers de sécurité parce qu'ils ont trop de données en main qui sont problématiques. Donc, je viendrais challenger un petit peu la logique ici de si on reste dans le même écosystème, justement, pour avoir le modèle puis l'harnais que dans l'écosystème où ce que toutes nos données sont présentement, il y a peut-être un risque de sécurité qui peut être un petit peu plus élevé que si on est isolé dans une autre entreprise et qu'on utilise les portes des connecteurs puis qu'on les filtre bien puis on les choisit bien, ces connecteurs-là, à ce moment-là. L'aspect sécurité d'être dans son propre environnement, Microsoft ou Google versus à l'extérieur, je challengerais peut-être cette possibilité-là à l'heure actuelle. L'enjeu qu'on a, c'est justement ce bout de sécurité-là qui, je pense, va faire que les Microsoft et Google vont toujours être un 6, 12, 18, 24 mois en arrière des autres. C'est un peu ce qu'on observe là, au niveau. Tu sais, OpenAI était pas mal le leader pendant un bon bout de temps. Entropic a, je pense, pris les devants quand on exclut Google et Microsoft. Et je pense qu'il va rester encore devant pour encore plusieurs trimestres. Les modèles, effectivement, les cerveaux numériques arrivent à une maturité. Les harnais ne sont pas à maturité, mais les connecteurs commencent à l'être eux. Fait que c'est vraiment l'aspect du harnais, je pense, qui est important, le harness. Je vais donner un exemple. Souvent, les gens viennent me voir et disent, Jonathan, je suis en train de changer d'ERP, mais j'ai une tâche répétitive qu'il y a quelqu'un qui fait chez nous. Est-ce que je devrais attendre que mon ERP soit changé avant de faire cette automatisation-là parce qu'il va falloir la reconnecter au nouveau ERP? Puis ma réponse est toujours la même, c'est combien tu perds présentement à rester comme ça? Puis est-ce que le coût de développement de cette automatisation-là, même si on la réécrit dans 6 ou 12 mois, est-ce que le coût de développement est considérablement plus bas que le gain qu'on va aller chercher? Puis dans beaucoup de cas, c'est le cas. Fait que si on se ramène à l'heure actuelle de dire, si vous êtes dans, exemple, Microsoft, puis vous dites, je vais rester dans Microsoft, puis je n'utiliserai pas les gains qu'Entropic peuvent m'apporter, parce qu'éventuellement, Microsoft va arriver avec ça. Je pense qu'on perd un gain net à chaque mois, à chaque semaine. Fait que là, c'est à décider à ce moment-là si on veut le calculer puis aller le chercher au final. Non, écoute, c'est clair qu'à la fin de la journée, il peut y avoir des gains qui se font à droite à gauche, mais ça dépend aussi ultimement de l'utilisation que tu vas en faire, je pense, en interne. Donc, et ça, c'est aussi un point à garder en tête parce que la sur-automatisation en interne, souvent, n'est pas capable d'être déployée. Il faut davantage commencer par des petites automatisations. Et je te vois acquiescer ici, c'est certainement quelque chose que tu as vu. La plupart des petites automatisations qui peuvent réellement faire un gain de 5-10 de votre entreprise peuvent être faites à peu près avec n'importe quel modèle au moment où on se parle. Les plus grandes automatisations, où est-ce que littéralement on veut laisser un agent partir sur Internet et faire des actions pour nous, ce qui peut être intéressant peut-être en tant que contributeur individuel, ce qui peut être quand même dangereux pour l'entièreté d'une entreprise si on n'a pas été capable de mettre des bons garde-fous à l'intérieur même de son entreprise pour s'assurer que ça fonctionne bien. Ça, peut-être qu'effectivement, il va y avoir un certain choix de modèle qui se met en place. D'ailleurs, ça me fait penser, je voulais te parler aussi, on parle souvent d'agents. OK, qu'est-ce que ça fait un agent? Comment que ça peut aider? Je vais vous donner un cas pratique qu'on a mis en place chez G7 / Data Blaster, si je peux le dire ainsi. Donc, Data Blaster, pour les gens qui ne le savent pas, c'est un logiciel qu'on a lancé juste avant la vague IA et qui, finalement, tu as deux réalités en ce moment si tu as bâti un logiciel juste avant la vague IA. La première réalité, c'est que si tu n'intègres pas l'IA, tu vas mourir dans à peu près 6 semaines. Et si tu intègres l'IA à ton logiciel, tu peux littéralement changer ton entreprise à tout jamais puis la pivoter et la rendre plus excitante que ce qu'elle n'a jamais été parce que tu ne savais pas que tu étais capable d'aller dans cet environnement-là. On a été confronté à ces situations-là récemment où est-ce qu'on s'est rendu compte où est-ce qu'on s'est posé des questions à se dire
Wow! Est-ce qu'on a encore de place sur le marché de manière honnête, de se dire avec tous ces connecteurs, toutes ces automatisations? Puis bon, en tant que bon entrepreneur, on s'est dit, on a notre place, battons-nous, essayons d'intégrer beaucoup d'IA dans ce qu'on fait. Donc, je te le simplifie, Jonathan, ici, mais on a bâti un petit peu un chat GPT, un Claude du advertising. Donc, littéralement, dans un environnement de Data Blaster, tu peux venir prendre toutes tes données de toutes les plateformes publicitaires, les intégrer ensemble à l'intérieur même d'un chat, ou est-ce que tu as un agent par la suite qui va pouvoir t'envoyer des rapports, des présentations PowerPoint sont créées automatiquement à même l'outil, si je peux le dire ainsi. Tu as des rapports automatiques qui peuvent être envoyés à des clients. Bref, on a mis cette couche d'intelligence artificielle dans ce qu'on faisait et c'est assez exceptionnel. Je donne un cas pratique ici. Tu as certainement, Jonathan, des rencontres en individuel avec certains de tes collaborateurs à l'interne. J'en ai, vous en avez également sûrement si vous écoutez le podcast aujourd'hui. Et souvent, moi, ces rencontres, c'est pour faire de comprendre un petit peu ce qui s'est déroulé dans la dernière semaine, peut-être avec des clients, etc. Et souvent, on va avoir la réponse de la personne devant nous qui va nous dire: mes comptes vont très bien, mes résultats vont très bien, tout se passe bien avec le client. Et là, maintenant, avec les agents qu'on a créés, avant cette rencontre-là, je peux avoir littéralement l'agent qui s'en va voir l'entièreté de tous les comptes de pub, de tout ce qui s'est déroulé, et lui qui me fait un résumé avant que j'ai ma rencontre également avec le gestionnaire de compte dans le cas ici. Et ça, c'est très intéressant parce que d'un côté, cette personne-là doit me faire un résumé avant notre rencontre, me dire comment que les choses se sont déroulées. Et de l'autre côté, je peux le contre-vérifier avec l'IA. Que l'IA, lui, me dit exactement de manière très impartiale, il n'y a pas d'avantage à me dire des bonnes ou des moins bonnes choses, il ne gagne absolument rien à faire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le détail du compte? Tu vois, et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est un cas pratique de gain de productivité, de pouvoir contre-vérifier en temps réel si c'est vrai. Hey, pourquoi ça a été fait et tu n'as pas fait ça à la place, etc. Et ça, c'est des choses qui me prenaient des heures et des heures et des heures peut-être avant de le faire. Et ultimement, tu ne le fais pas parce que tu n'as pas autant de temps. Donc, tu vois, ça, je trouve ça un cas pratique intéressant d'un agent qui peut aider dans le quotidien pour une organisation un petit peu comme la mienne. Et puis je rebondirais là-dessus, Antoine, parce que souvent, les entrepreneurs me disent, OK, je vois peut-être certaines tâches dans mon entreprise que je pourrais automatiser, mais pas tant que ça. Puis souvent, je leur dis, il y a deux catégories de tâches à automatiser. Celle que vous faites présentement, que l'humain n'a pas tant de valeur ajoutée, que c'est répétitif, mais il y a aussi celle que vous ne faites pas parce que c'est trop coûteux présentement à faire par un humain, mais vous devriez les faire pour être capable de mieux servir vos clients ou de mieux accomplir votre mission au final. Puis ça, c'est un bel exemple de la deuxième catégorie. C'est des Ouais. choses qu'on ne pouvait pas faire dans nos organisations parce que c'était tellement cher à faire versus le potentiel retour sur investissement, cher en temps et cher en complexité également parce que pour qu'un humain arrive à un niveau de fiabilité qui fait du sens dans une aussi longue tâche, il faut l'entraîner, puis après ça, il va faire des erreurs, puis des fois, la donnée n'est pas fiable. Il ne faut pas juste penser à qu'est-ce qu'on fait, mais il faut penser aussi à qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'on ne fait pas, parce qu'on est trop habitué de penser à une tâche égale un humain égale faire à faire au final. Il y a un paquet de besoins dans nos organisations qui sont non comblés parce que ça nous coûte trop cher en termes d'humains, que là, peuvent être débarrés. Et si nous, on ne les réfléchit pas pour nos propres organisations, bien, il y a un compétiteur qui va le faire, puis il y a un compétiteur qui va le marcher, puis il y a un client qui va être de vos clients qui vont commencer à se faire mieux servir parce que la compétition va réfléchir pas juste aux tâches qu'elle faisait, mais aux tâches qu'elle devrait faire à ce moment-là dans la nouvelle réalité de l'intelligence artificielle. Et je termine peut-être sur un autre petit concept intéressant, c'est quand je parle aux entrepreneurs dans les tables rondes, je leur dis, vous êtes probablement tanné de payer des licences de logiciels qui coûtent très cher. Puis là, il y a des licences de ChatGPT, d'agents de productivité qui s'en viennent et tout le reste. Il faut commencer à penser en tant qu'entrepreneur à on a notre masse salariale. De l'autre côté, on a des licences logicielles, mais les licences pour les agents IA les automatisations d'IA ne doivent pas se ramasser dans la catégorie des licences logicielles. Ça doit être intégré à votre masse salariale. Parce que si vous prenez une licence à, exemple, 200, 300, 400 $ par mois pour un Anthropic Cowork de ce monde, mais que ça vous sauve 1000 $ par mois en salaire éventuel si vous aviez embauché ou quand quelqu'un va quitter, ça ne doit plus être dans la même colonne que les licences. Ça s'en vient directement dans votre masse salariale à ce moment-là. Donc, je pense qu'il va falloir réfléchir à, oui, on budgète en termes d'humains et de masse salariale, mais il va falloir venir se créer une catégorie parallèle dans cette même bulle-là au niveau de l'automatisation de l'IA. Sinon, on va simplement tout le temps avoir l'impression que ça va coûter cher.
Et c'est de là que je reviens d'avoir un bon plan de match, de calculer le retour sur investissement, puis à ce moment-là, de le suivre à travers le temps. Donc voilà, aujourd'hui, ce que j'apporterai à la table de ce que j'entends avec les entrepreneurs. Si jamais ça vous intéresse d'entendre parler un petit peu plus de cowork, la semaine prochaine, mardi le 19, on va avoir un atelier de 1 heure sur cowork. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn ou aller sur notre site web pour vous inscrire. Et si vous n'avez pas de bon plan de match dans votre organisation, on a développé chez OpenMind un bon coffre à outils pour vous aider à créer un bon roadmap qu'on peut suivre à travers le temps, toujours en calculant le retour sur investissement à travers le temps. Et en même temps, si vous avez des groupements d'affaires, n'hésitez pas, si vous voulez qu'on vienne parler avec vous, jaser d'IA, ça nous fait plaisir. On est extrêmement passionnés là-dessus. Fantastique. Jonathan, toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hyper Croissance.